Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Vanessa Zocchetti, on est ravis de vous recevoir ce matin. Vous êtes rédactrice en chef de rubrique de Madame Figaro. Et Madame Figaro qui publie son nouveau numéro spécial déco, qui est en kiosque depuis le 11 avril. Magnifique numéro qui cartonne à chaque fois. Hein. Oui, on a de très bons retours. De très bons retours. On est content, c'est de mieux en mieux. Hein. L'idée, c'est toujours de s'améliorer. C'est vrai que ce numéro, il est en kiosque depuis finalement seulement 3 ans. D'habitude, c'était un spécial déco qui était dans le pack du week-end. Oui. Et là, on avait de tels retours qu'on le propose en kiosque et il fonctionne très bien. Et est-ce que vous connaissez, alors il fonctionne bien, mais est-ce que vous connaissez l'impact de ce que vous publiez, c'est-à-dire la petite lampe branchée qu'il faut avoir? Est-ce que vous savez quantifier si derrière vous poussez à des achats ou pas? Alors, on n'a pas de chiffres parce que ça viendrait. Oui, ouais. Alors on en a quand c'est sur le digital. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de chiffres. En revanche, le Madame Figaro est considéré comme l'un des derniers féminins prescripteurs. Donc on sait que quand on parle d'un produit, surtout d'un lieu aussi, parce qu'on s'adresse à un lectorat qui a les moyens de consommer, qui est très attentif aux beaux endroits, aux belles choses, on sait que derrière, il y a un véritable impact sur les ventes. Après, les chiffrer, je n'ai pas les chiffres. Et chez vous, ça ressemble à quoi? Vous êtes fan de déco parce que vous étiez venu nous parler d'un spécial cuisine. Non, alors je suis pas comme le cordonnier. Non, je suis évidemment passionnée de design et de déco, donc je fais assez attention. Mais quel objet tendance vous avez chez vous? Tendance, je sais pas. Alors, non, vous parlez votre éditorial est très beau sur sur la transmission, sur ce que les meubles peuvent représenter. Vous parlez d'une maie, c'est un genre de pétrin en bois que vous avez vu, qui a toujours été dans votre famille. Et on a tous, je crois, des meubles comme ça. Et parfois, c'est difficile parce que c'est des meubles qui vont plus dans nos appartements. Je pense qu'en fait, c'est ça qui m'intéresse dans le design et dans la décoration, c'est aussi ce que ça porte, ce qu'un meuble peut porter en soi, c'est-à-dire la mémoire d'une famille, ou d'une époque, d'un moment, un coup de cœur. Je crois que c'est très important de parler de ça quand on parle de design, parce que on n'achète pas des meubles comme on pourrait acheter une petite babiole. En fait, même un très bel objet de design, ça a un coût, ça a une valeur. Et ça doit aussi se transmettre. Et c'est vrai que je souhaitais faire mon édito sur cette idée de transmission. Comment aussi les meubles, les objets circulent dans les familles et portent une forme de mémoire. C'est pour ça que chez moi, c'est pas... Il y a pas des... Évidemment, il va y avoir des meubles qui sont dans l'air du temps parce que je les ai achetés à un moment donné. J'ai une méridienne Ames comme plein de gens. Et que voilà, mais ça dure dans le temps. Et j'espère que mes enfants la récupéreront quand je serai plus là et que ça fera comme le pétrin de ma grand-mère qui a très très bien trouvé sa place dans ma chambre. Mais avec Ikea, Zara Home et autres enseignes, les choses ont peut-être changé aussi. Alors, on est peut-être plus dans de la fast... Il y a cet aspect fast déco, j'en perds ma boucle d'oreille. Il y a cet aspect fast déco, mais qui... alors déjà Zara Home, alors parlez-moi... Zara Home a fait une grande montée en gamme en faisant travailler un designer qui s'appelle Vincent Van Duzen, qui travaillait pour des maisons comme Molteni, qui est quelqu'un qui appartient à l'univers du luxe, qui maintenant fait des collections pour eux. Ça cartonne. Les prix sont pas les prix d'entrée. Donc je crois aussi qu'il y a quand même une volonté d'aller vers plus de qualité. Et puis même Ikea, finalement, la bibliothèque Billy, parfois on l'a eu dans son studio quand on était jeune, on l'a transportée dans sa chambre. Et puis finalement, les enfants la récupèrent quand ils déménagent. Quoi. Donc il y a une forme de transmission aussi. On va reparler déco avec vous, des tendances de ces lieux magnifiques que vous nous faites visiter dans ce numéro qui nous font rêver. Hein. C'est la finca à Minorque, le voyage au Brésil. Mais tout de suite, c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, c'est l'image qui a... C'est Vanessa, oui. Valérie et Vanessa, c'est l'image qui a fait le tour du monde, la dépouille exposée aux fidèles. Alors,
si tout le monde se précipite pour voir le pape, c'est surtout pour faire des selfies. Oui. C'est la grande mode, c'est incroyable. Hein. Alors les selfies sont interdits normalement. Alors là non, vous allez voir, c'est vrai. Alors, vous n'avez pas le droit de vous arrêter en revanche. C'est une drôle d'époque. Reportage. Aux abords de la basilique, une foule de plus en plus compacte. Des dizaines de milliers de personnes se pressent pour rendre un dernier hommage à leur pape défunt. Je pense qu'on sera là jusqu'à la tombée de la nuit. Si tout va bien, je le verrai avant minuit. Face à la pression des fidèles, les membres de la protection civile perdent patience. Je n'ai plus de place pour les gens. Où est-ce que je les mets ? À l'intérieur, dans un flux continu, les fidèles défilent téléphone en main pour saluer François, interdit de s'arrêter. Seuls les employés du Vatican et les délégations officielles peuvent se recueillir à ses côtés, comme Giorgia Meloni. C'est au son des cloches de Saint-Pierre que sa dépouille, escortée par des dizaines de cardinaux, est entrée dans la basilique. Et évidemment, on voit sur les images que tout le monde se prend en selfie. Parce qu'hier, j'entendais un reporter en disant que les gardes suisses interdisaient de faire des selfies. On pouvait prendre une photo du pape dans son cercueil, mais que les selfies étaient interdits. Donc, je ne sais pas, peut-être que dans la journée, ça évolue. En tout cas, ils n'ont pas fermé la basilique cette nuit et les fidèles ont pu continuer à venir rendre hommage au pape. Vous en parlez également dans vos débats. Le personnel pénitentiaire est actuellement attaqué depuis des semaines, alors soit dans l'enceinte des prisons, mais aussi à l'extérieur. On a entendu hier dans le zapping un témoignage. Alors je ne savais pas, Valérie, ce sont le personnel pénitentiaire qui sont chargés d'installer, vous savez, les bracelets électroniques. C'est eux. Et le plus surprenant, c'est quand ils vont à la rencontre du condamné pour mettre le bracelet, eh ben, ils sont tout seuls, ils ne sont pas accompagnés. C'est ce que racontait un témoin dans cet avou. Alors le bracelet électronique, c'est devenu compliqué. On envoie des agents seuls, des fois lors d'astreinte le week-end ou la nuit à plusieurs centaines de kilomètres de leur résidence administrative, poser un bracelet électronique sans quasiment aucune mesure de sécurité. On doit se battre pour que ce soit fait des fois dans des commissariats ou dans des gendarmeries qui nous accueillent bien volontiers, dans j'appellerais ça des zones de non-droit, mais des zones où la police ou la gendarmerie rentrent avec beaucoup de difficultés. On envoie dans certains endroits du pays une compagnie républicaine de sécurité ou un escadron de gendarmerie mobile pour sécuriser la zone. Et nous, on envoie un agent pénitentiaire poser un bracelet seul. Et aujourd'hui, ça, c'est plus entendable. C'est incroyable comme histoire. Vous imaginez aller en banlieue ou autre, où la police ne va pas pour aller poser un bracelet. Incroyable témoignage. Valérie, Vanessa, j'ai une question indiscrète à vous poser. Est-ce que vous avez votre starter pack ? Non, vous n'avez pas fait votre starter pack. Bon, vous avez vu, hein, ça fait fureur sur. Ça va être expliqué dans le sujet. Ça fait fureur sur les réseaux sociaux. Analyse du phénomène et explication du phénomène par France Info TV du fameux starter pack. Imaginez votre vie ou votre idole résumée à un autoportrait. Il prend l'apparence d'une figurine virtuelle façon dessin animé ou au trait plus réaliste, accompagné de petits accessoires qui vous définissent. De nombreuses personnalités se prennent au jeu. Stéphane Bern, la chanteuse Vita, le violoniste Renaud Capuçon. Il n'en fallait pas plus à certaines marques pour surfer sur cette tendance. C'est incontournable pour les marques d'emboîter le pas à ces tendances. Si la marque ne va pas tout de suite sur cette tendance-là, le problème c'est que l'algorithme va probablement les exclure sur les réseaux où se trouvent leurs consommateurs en réalité. On voit même des marques qui sont très classiques et qui vont aller sur ces tendances-là parce que l'idée de rajeunir une image de marque est vraiment très importante. Alors bien évidemment, j'ai regardé pour vous, Vanessa, il y a des starter packs déco. Donc vous avez un starter pack rococo. Donc voilà, si c'est rococo, vous avez un starter pack, j'ai du mal à le dire. Ikea, vous en avez de beaucoup de marques concernant la déco. Donc c'est peut-être un prochain article que vous pourrez faire. Absolument. Mais c'est vrai que ça envahit le web. Ouais. C'est un peu là, au début c'était rigolo. Ouais, maintenant vous en avez partout. Valérie, Vanessa, est-ce que vous avez fait des pages déco sur la décoration Disney? Vous savez qu'il y a des fans de Disney. Alors non plus. Sur les pages Disney. Venez ici, on fait une conférence de rédaction. Mais ceci dit, j'ai toujours été fascinée par les décorateurs qui travaillent dans les parcs Disney,
qui sont incroyablement inventifs, talentueux. Et j'ai souvenir de l'inauguration de la tour de la terreur, où j'avais beaucoup interrogé les gens sur est-ce que ces objets sont chinés, etc. Ils ont des équipes de décorateurs incroyables. Alors, vous savez qu'il y a un shop Disney Déco qui s'est ouvert. Je ne sais pas si vous avez suivi, où vous pouvez acheter les assiettes de Cendrillon, de la vaisselle. Après, on est plus dans du... Ah, mais excusez-moi de parler de votre thème. Excusez-moi, je fais un zapping pour vous. Voilà comment je suis remercié, ça me fait plaisir. Donc, en tout cas, vous pourrez faire une déco Disney, parce qu'il y a un Disney qui s'est ouvert. Mais par les temps qui courent, c'est vrai que c'est rassurant, ces personnages qui deviennent de plus en plus à la mode. Alors, au-delà des parcs qui cartonnent, il y a aussi les croisières Disney Cruise. Je ne sais pas si vous avez vu ce phénomène aussi. Et ce jeudi, il y a un nouveau paquebot qui est sorti des chantiers. C'était une petite visite, c'était sur BFM. Disney dévoile un nouvel immense bateau de croisière. Le Disney Adventure, une capacité de 6700 passagers et 2500 membres d'équipage, 4 fois et demi la capacité du Titanic. Dans le bateau, cette zone thématique reprenant les plus grands succès de la compagnie, un espace toboggan inspiré de Toy Story, un manège sur le pont, sorti du monde de Spider-Man. De nombreux restaurants haut de gamme seront à la disposition des passagers. Disney proposera des spectacles, des piscines ou encore la diffusion de films en avant-première, un espace spa et même une crèche. Dans les prochaines années, Disney prévoit 5 autres bateaux de croisière. Pour monter à bord du bateau qui n'effectuera que des boucles dans la mer de Chine, comptez 3 370 € pour 4 nuits pour 2 adultes à partir de Singapour. Vous voulez pas qu'on fasse une délocalisation? Non, je préfère aller dans la finca à Minorque ou ah oui, alors si vous voulez qu'on se fasse une délocalisation au Brésil, c'est quand vous voulez. Je préfère l'hôtel de charme à Barracuda. Ça vous dit pas la Disney Cruise? Bon. Cette info qui a été repérée, tiens, je lui fais un petit clin d'œil à Aurore du web de Sud Radio. L'explosion du nombre de visionnages de Conclave depuis la mort du pape. Alors écoutez bien, les chiffres sont fous. Sur les plateformes, le film de 2024 a connu une hausse de 283% dès lundi. Dès lundi, Conclave a été vu par 1,8 million de personnes. Et là, à ce jour, on en est à 6,9 millions. Tout le monde veut voir le film Conclave. Et donc, pour conclure la musique de Conclave. Et cette musique-là, c'est le deuxième jour où il y a les votes. C'est là-dessus où il y a cette musique. Vous l'avez vu, Vanessa? Ah oui, j'avais adoré. Moi, je suis très cliente pour ce genre de film. C'est très beau, très esthétisant. Il y a une tension. Il y a une tension. Il y a une polémique sur la fin, mais on ne spoilera pas ceux qui n'ont pas vu. Mais c'est très beau, en tout cas, et ça rend, je pense, une ambiance. J'avais bien évidemment, marché. Conclave est disponible sur les plateformes. Et donc, ça cartonne. Absolument. Ça cartonne. On se retrouve dans un instant avec Vanessa Zocchetti pour parler déco. On va parler de ce nouveau numéro spécial déco qui est en kiosque. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Vanessa Zocchetti, rédactrice en chef Madame Figaro. Vous êtes en charge de la rubrique Art de vivre et vous publiez, Madame Figaro a publié il y a un peu moins d'une semaine son nouveau numéro spécial déco en kiosque pendant un mois. Donc rencontre avec les nouveaux designers, ceux qui sont en train de faire leur chemin, d'être les étoiles montantes, et puis des visites évidemment de maisons qui nous font rêver. Le rêve, ça fait quand même partie de la déco et du design. Et puis ce rêve, il inspire aussi, donne envie peut-être de changer des petites choses, de découvrir une forme, une matière. Et c'est vrai que dans ce numéro, il y a 2 très beaux endroits un peu hors de France, qui sont une maison à Minorque, vraiment assez simple, avec quelques touches originales, notamment des carreaux de faïence jaunes dans la cuisine. Et puis, il
il y a un très bel endroit à Itacaré, au Brésil. Mais est-ce que la mondialisation n'a pas tué la déco? C'est-à-dire qu'avant, on visitait un pays, moi je me souviens de l'Angleterre qui était plutôt vieillot, avec des vieux canapés, des vieux meubles, etc. Dans les hôtels, c'était des hôtels où on avait l'impression d'être dans des vieilles maisons. À Los Angeles ou ailleurs, il y avait des choses typiques. Et aujourd'hui, vous allez dans un hôtel à Londres, ils se ressemblent tous. Et est-ce que finalement, les particularités par pays sur la déco, ça n'a pas été tué par la mondialisation? Alors ça, j'y crois pas beaucoup, parce que vous voyez d'ailleurs, on est en train de préparer le prochain spécial déco. On aura une maison en Angleterre qui est très anglaise, parce qu'il reste quand même des envies de consommation localisées. C'est-à-dire que les Anglais aiment la couleur. C'est pas pour rien que Farrow & Ball est une maison voilà, Little Green, qui ont des grandes maisons de papier peint et de peinture axées sur la couleur, le motif. Les maisons anglaises restent quand même très cosy. Regardez sur Instagram. Moi, je fais une grosse veille déco sur Instagram. Et là, quand on va au Brésil, alors ce sont des villas, en fait. Nous, on va rarement faire des sujets sur des hôtels. On essaye toujours d'aller dans des villas privées. Donc, ce domaine, le Barracuda, a un hôtel, mais le shooting aussi s'est fait dans des villas. Et on est vraiment dans une atmosphère très brésilienne, avec des designers brésiliens, des matériaux brésiliens comme ces bois très foncés. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant au Barracuda, c'est que ce domaine appartient en partie à des Suédois, des Scandinaves, et que vraiment, on se rend compte qu'il y a quelque chose de proche entre ce design scandinave assez radical, etc., et le modernisme, le brutalisme brésilien, que ça se rencontre et que ça se rencontre avec beaucoup d'harmonie. Et la mode, la déco, on a un talent, un don ou pas? Comment on peut être nul en déco? Ça s'apprend ou pas? Je crois qu'on peut être nul dans plein de choses en mode. Mais est-ce que ça s'apprend? Et je crois qu'on s'éduque. Parce qu'en fait, c'est avoir du goût. Je pense qu'il y a une éducation. Après, tout est permis, mais c'est vrai que moi, je me suis éduquée. Moi aussi, je travaille. Moi aussi, j'évolue dans le design. C'est comme en toute chose, le design, il y a une histoire, il y a des références, etc. Après, on se les approprie selon ses goûts. Je ne sais pas si on est nul, mais c'est vrai que on grandit dans sa connaissance du design et de la déco. En observant et en s'intéressant. Voilà. Comment vous expliquez que les émissions de déco ont toutes disparu? À un moment, c'était la grande mode à la télévision avec Valérie Damido, Sandrine Dominguez sur Teva Déco. Il y avait pas mal d'émissions déco. Elles ont toutes disparu, il n'y a plus d'émissions déco. Comment vous expliquez qu'il y a eu un désintéressement de la télévision, et est-ce que vous observez ce désintérêt dans votre magazine? Alors, nous, on n'a pas du tout de désintérêt. J'étais à Milan il y a 15 jours au Salon du Meuble de Milan. Je peux vous dire que c'était la folie. Le monde entier se retrouve là-bas, etc. Après, il y a peut-être, et on en parlait tout à l'heure, moins d'immédiateté dans le design et dans la déco. On est dans des temporalités plus longues. Acheter un canapé, c'est pas acheter un petit bijou à 3 sous, un vêtement dans une grande... Voilà, c'est un investissement. Donc peut-être que la télé nous proposait des sujets, je te repeins ta chambre en 3 minutes et je te déplace 3 meubles et tout d'un coup ça fait de l'effet. Mais finalement, les marques de design n'ont pas envie d'être associées à ça. Elles ont envie aussi d'être associées à ce côté peut-être un peu plus glamour. Glamour, luxe, patrimonial aussi, et on n'est pas dans une consommation immédiate et gadget. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a en France des designers de talent, et ça on le découvre dans le magazine, et que ce design est en train aussi de devenir de l'art. C'est-à-dire que il y a des galeries aujourd'hui qui mettent en avant ce travail de designers français, et on est entre la déco et l'art. Alors, il y a toute cette problématique, c'est-à-dire que le designer, il faut qu'il produise en série pour vivre, et évidemment, il peut aussi faire des séries limitées, et ces pièces qu'on appelle des pièces de galerie, qui sont en effet des œuvres d'art, qui sont des pièces quasiment uniques ou tirées à 4-5 exemplaires. Donc c'est toute cette balance entre cet équilibre entre la pièce unique et puis la pièce qui va être éditée de façon plus industrielle. Alors, est-ce que vous avez vu cette vidéo de Stark qui a sorti une chaise faite par l'IA? C'est-à-dire qu'il a... c'est quelque chose d'assez étonnant. Il le fait pour Cartel, je crois. Oui, alors c'est génial ce qu'il a fait.
Moi, je l'ai vu à Milan, c'est génial. C'est assez fou, c'est-à-dire qu'il a commencé à donner des ordres à l'IA, il n'était pas satisfait, il a petit à petit donné d'autres instructions, et au bout de 6 mois, une chaise est sortie pour Cartel, designée par Stark. Mais est-ce que c'est vraiment une chaise de Stark ? Moi, je crois que oui. L'intelligence artificielle dans la façon... Stark a toujours été quand même un pionnier dans l'usage. Il a très, avant tout le monde, parlé un petit peu du bio, du côté organique, etc. Il a toujours été très pionnier. Et la façon dont il utilise l'IA... Mais là, c'est pas lui qui a dessiné, c'est l'IA qui a dessiné. Oui, mais il a orienté les indications. Ouais. Non, moi, Vous en pensez quoi de la chaise ? Elle coûte 400 €, je crois. Hein. Je l'ai vue. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Je l'ai vue à Milan. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de ça parce que justement, on a beaucoup échangé. Il n'était pas là. Moi, je l'ai pas vu. Mais c'est vrai qu'on était plusieurs journalistes et on a beaucoup échangé sur le fait que Stark, il est toujours dans cette mouvance, il est toujours capable de s'approprier des outils nouveaux en les domptant, parce que là, c'est exactement ça qu'il l'a fait. Il a réorienté, et à mon avis, c'est aussi, on peut pas négliger l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le design, et j'en parle d'ailleurs assez souvent avec les designers sur la façon dont ils l'utilisent. Oui, mais si on dit à l'IA, dessine-moi une lampe en forme de coquille d'escargot fluorescent et autres, vous n'êtes plus l'auteur, parce qu'il allait piocher dans plein d'endroits. Oui, mais il a réorienté complètement la proposition de l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'il faut mais les meubles par l'IA, je trouve que c'est un sujet formidable. Ah oui. Après, il y a beaucoup de designers qui disent qu'ils se tiennent à distance, ou qu'ils l'utilisent plus comme un outil de recherche. Elle est super, la chaise, il faut aller voir. Elle est baptisée AI. Vous ne l'aviez pas vue ? Non, je ne l'avais pas vue. Et alors, dans le magazine, il y a les avant-après. Alors ça, c'est toujours bluffant, parce qu'on se rend compte que, en fait, on peut transformer n'importe quelle pièce moche en pièce assez jolie. Ah oui, là, c'est assez... La cuisine banale. Et même cette chambre-là, qui était en fait une espèce de remise où les gens avaient mis un lit initialement et qui a été transformé en une chambre absolument familiale, absolument géniale, avec des petites mezzanines, des lits superposés, encastrés, tout ça dans une espèce de graphisme parfait. Non, l'avant-après, ça marche très bien. On en fait beaucoup sur le site du Madame Figaro. Et on n'est pas capable... Là, en l'occurrence, il y a eu le travail d'architecte, etc. C'est quand même l'architecte apporte un œil technique qu'on n'a pas. Alors, il y a une grande tendance dans la déco, c'est les néons et les LED. Alors, est-ce que les néons et les LED, c'est ringard ou pas ? Alors le néon, j'ai pas tellement d'avis sur le néon, je sais pas si... Vous savez, en forme des néons, je t'aime, I love you, Viva España. Je pense que ça, c'est un peu gadget. Après, le LED est au cœur de toute l'industrie du luminaire, puisque c'est aujourd'hui, tous les luminaires sont équipés de LED. Oui, mais mettre une bande LED derrière son mur pour éclairer son mur en bleu ou en différentes couleurs, c'est de la déco ou pas, ça ? C'est de la déco, mais est-ce qu'on va... Tout est déco. Est-ce qu'on va garder ça toute sa vie ? Est-ce qu'on va s'en lasser ? Oui, si vous avez un Dan Flavin dans votre salon, vous vous en lasserez pas. C'est un peu différent. Mais un LED acheté sur Amazon... C'est un artiste contemporain qui travaille avec les néons. Qui travaille avec les néons. Un magazine comme celui-là, un numéro comme celui-là, vous mettez du temps à le produire, On met beaucoup de temps, on met 1 an à le produire, parce que on doit faire une sélection des intérieurs. Toute la partie un peu plus actu se fait dans le show à la dernière minute, mais tous les reportages sont très pensés en amont, parce que l'idée dans un magazine comme ça, c'est quand même d'avoir aussi plusieurs styles, plusieurs propositions. On se retrouve pas automatiquement dans un intérieur au Brésil. Tout est aussi négociation. Il faut être la première ou le premier sur le site, avoir des exclusivités, etc. Donc oui, c'est un magazine qui demande 1 an de travail. C'est fini les visites de maisons de stars ? Les stars n'ouvrent pas beaucoup leur intérieur. Maison, Nous, on a... Mais ça marche toujours, ça, auprès du public ? Je
peux pas vous dire. Je crois qu'en ligne, ça marche pas mal. On en a quelques-unes de maisons de stars aux États-Unis, mais tout ça est très négocié avec des agents. En France, les stars sont assez discrètes. Et en fait, on travaille pas mal sur les intérieurs de créatrices de mode. Là, vous avez Cézanne, chez Morgane Cézanne de Cézanne, qui a un très très bel appartement parisien, très chic, avec beaucoup d'éléments. Oui, c'est très beau. Des conseils en plus. Parce qu'elle aime beaucoup chiner. Elle adore ça. Mais juste repréciser, puisqu'on est quand même émission média et pas d'écho, c'est que ça devient rare les magazines comme Madame Figaro qui font des productions, qui n'achètent pas les photos. C'est pour ça que je vous pose la question sur la fabrication, parce que la presse souffre énormément. On a appris ce matin que Le Point allait licencier une 50aine de salariés. Donc, il faut dire qu'il y a une presse aujourd'hui qui continue de travailler, j'ai envie de dire, à l'ancienne. Oui, alors nous, on a beaucoup de chance puisqu'on produit tous nos sujets, tous nos reportages. On est parti au Brésil produire le sujet au Brésil, à Minorque. On fait toutes nos photos de reportages. C'est nous, le avant-après, il a été produit. Donc vraiment, on a beaucoup de chance et c'est aussi... Alors... On a de la chance et en même temps, c'est ce qui garantit la qualité du magazine, des photos personnelles qui répondent à une ligne éditoriale, qui sont très travaillées. On est une équipe qui part, c'est pas le photographe qui part tout seul, il y a toute une équipe. On travaille sur vraiment une ligne éditoriale qui fait que ce magazine... Il est unique. Ce ne sera pas les mêmes photos que chez un concurrent. Voilà. Et c'est pour ça que ça demande beaucoup de temps. On le trouve en kiosque encore pendant une quinzaine de jours. Donc ce spécial déco, Madame Figaro, il fait gris, vous en avez marre, vous avez envie de rêver, de vous évader. Il y a les jardins aussi, le jardin de Cordélia de Castellane qui est magnifique. Donc c'est une petite bulle de plaisir, de bonheur, d'élégance. Merci d'avoir été avec nous, Vanessa Zecchetti. Et nous, on se retrouve dans un instant pour un doc sur la Germanwings. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Olivier Rosenzweig. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, réalisateur ce soir sur RMC Découverte. Un document incroyable, exceptionnel. Crash de la Germanwings, 10 ans déjà, le scénario du drame. Et on se disait avec Gilles juste avant l'émission, c'est un polar en fait que vous nous racontez, l'histoire de ce pilote qui a emmené à la mort ses passagers en fonçant dans une montagne. Et vous vous êtes, vous, intéressé au parcours de ce pilote, de ce qu'il avait mené à ce drame. Oui, on ne comprend pas ce crash si on ne s'intéresse pas à la personnalité d'Andreas Lubitz. C'est extrêmement complexe et en même temps, c'est passionnant parce que ça relève finalement d'un caractère humain, d'un homme qui, au fil de sa vie, avait qu'une seule envie, une seule passion, qui a viré, on l'a appris par la suite, à l'obsession, c'est celle d'être pilote de ligne, de voler, d'être dans les airs. Il se sentait bien dans les airs. Et percevant que finalement, cette passion, ce métier qu'il avait finalement touché du doigt pendant une petite année, allait lui être retiré, on allait l'empêcher à terme de piloter, au regard notamment de sa pathologie, de sa dépression lancinante, de sa psychose qui le perturbait, mais lui voulait sans doute pas le voir. Il n'a pas supporté et il a pris d'une certaine façon les devants et avec cette volonté forcenée au moment d'engager l'Airbus A320 au départ de Barcelone vers Düsseldorf, avec cette volonté de crasher l'avion dans un scénario très bien ficelé, particulièrement prémédité. C'est effectivement toute cette notion de préméditation qui je suis d'accord, relève d'une forme de polar. On dépasse le crash aérien purement technique. Oui, et ça relève parce qu'il y a une préparation, il y a une préméditation, c'est ça qui est fou. Oui, et puis il a voulu mourir dans sa passion. C'est-à-dire que depuis l'âge de 14-15 ans, il était passionné d'avion. Parce qu'à un moment, il envisage quand même de se suicider de façon normale. On le voit dans votre doc où il fait des recherches sur se faire écraser, sauter d'un pont. Mais il choisit ça parce qu'en fait, il veut mourir de sa passion. Il y a sans doute de ça. Alors, c'est toujours délicat. Hein. On est toujours effectivement dans une approche analytique, mais sans avoir le fin mot de l'histoire, dans la mesure où Andreas Lubitz n'a jamais laissé de lettre explicative
personne n'était au courant de sa détresse psychique, psychologique, sa compagne, ses parents. Personne ne savait. Il avait cadenassé finalement cette vie privée, ces rendez-vous médicaux successifs avec une quarantaine de médecins. Ouais. Il avait fait en sorte effectivement de tout ça, de garder tout ça secret, mais il y avait en lui les ferments d'un mal-être très profond. Et vous le dites, ça a été relevé par la police allemande lors des perquisitions à Düsseldorf dans son appartement. Il avait une tablette et sur cette tablette, il avait fait des recherches sur des moyens relativement conventionnels de mettre fin à ses jours. Vous l'avez dit, ingérer des médicaments, se tirer une balle dans la tête ou se jeter sous un train. Et il y a eu à un moment donné une bascule. Il a reçu son plan de vol avec ses prochaines échéances professionnelles. Il était copilote pour la Germanwings. Il savait qu'il allait voler en direction de Barcelone et revenir ensuite à Düsseldorf. Et il y a sans doute eu à ce moment-là une sorte de déclic. Et vous le dites, il pouvait pas envisager d'arrêter de voler. Donc il s'est dit, c'est soit la mort ou le vol. Et il a d'une certaine façon choisi les deux. Il a décidé de mourir en volant. Ouais, Je vous écoute, pardon. Non, c'est ce qui est très fort, effectivement, mais c'est aussi, ça interroge sur la responsabilité des compagnies aériennes. Vous avez des témoignages de membres du BEA qui eux-mêmes s'interrogent en disant est-ce qu'on a un protocole aujourd'hui qui permettrait d'éviter ça ? C'est évidemment très intéressant. Alors moi, je m'en remets aux instructions, au travail entrepris notamment par la justice française et allemande. Et la justice française a instruit pendant plusieurs années. 3 juges d'instruction ont enquêté pour effectivement percevoir éventuellement des responsabilités. Il y avait une information pour homicide volontaire. Ils ont fini par aboutir à un non-lieu. Donc la compagnie aérienne, les instances régulatrices n'ont pas été mises en cause. Mais évidemment, on se pose des questions sur la question du suivi médical des pilotes. Et les familles des victimes œuvrent aujourd'hui pour qu'on revoie la façon de suivre et de réguler finalement la prise en charge médicale des pilotes. C'est extrêmement sensible. Ouais. Mais on se heurte à une notion importante, et c'est la notion du secret médical. Et en Allemagne, le secret médical, c'est quelque chose qui est sanctuarisé. Les médecins allemands, s'ils l'enfreignent, ils s'exposent à des poursuites pénales. Oui, le secret médical n'empêche pas s'il a un contrôle, c'est pour voir s'il est en état de voler. S'il n'est pas en état, si un pilote présente des troubles psychiatriques ou des troubles de la vision, c'est le rôle du médecin de dire il n'est pas apte. Donc c'est au-delà, c'est pas le secret médical, là, c'est au-delà de ça. La difficulté, c'est que pour faire simple et pour faire court, les pilotes de ligne ont un rendez-vous médical avec un médecin agréé chaque année. Ouais. Dans l'intervalle, il n'y a pas forcément de suivi. C'est ça, et en l'occurrence, Andreas Lubitz, le rendez-vous médical, il datait de 8 mois avant le drame. Et il y a eu effectivement une rechute dépressive parce qu'il avait déjà été sujet à une dépression lors de sa formation à l'école de la Lufthansa à Brême. Mais il y a eu une rechute à la fin de l'année 2014. Et à ce moment-là, lui a été voir une multitude de médecins, que ce soit, effectivement, vous l'avez dit, un ophtalmo pour des problèmes de vue, un ORL, des psychiatres. Et à ce moment-là, ces médecins-là étaient tenus, eux, par le secret médical. Et il y a une question qui se pose, notamment, c'est de savoir si ces médecins étaient au courant de sa profession. Et le problème, c'est que lui allait voir plusieurs médecins sans faire état des consultations d'autres médecins. Voilà, il a suffisamment bien manœuvré pour faire en sorte que l'information ne circule pas, ne remonte pas. Et en l'occurrence, le secret médical, il peut être effectivement dépassé lorsqu'on a une suspicion sérieuse de crainte ou en tout cas de menace à l'égard de la sécurité publique. Et c'est difficile de l'estimer et de l'évaluer pour un médecin. Toujours est-il qu'il en a vu près d'une quarantaine. 7 sur le mois précédent le drame. Vous imaginez, et aucun n'a relevé. Médecins, 40 médecins au total. Et puis alors, ce qui est remarquable dans votre doc qu'on pourra voir ce soir sur RMC Découverte, c'est que évidemment vous avez été voir le BEA et les boîtes noires, et on s'aperçoit, alors sur les boîtes noires, il y a 25 heures de vol qui sont enregistrées, donc il y a les vols précédents, et là on s'aperçoit, alors ça aussi ça fait froid dans le dos, que durant le vol qui va de Paris à Barcelone, il va s'entraîner. En fait, il va s'entraîner à voir que tout ce qu'il a en tête peut fonctionner. Oui, c'est une forme de répétition. C'est l'enquêtrice du BEA qui le formule ainsi. Il a répété ses gammes d'une certaine façon.
puisque la descente, elle a été entraînée par le maniement du pilote automatique. Il y a dans les Airbus une possibilité de régler l'altitude. Et donc, en l'occurrence, il a joué sur la molette d'altitude lors du vol aller, sans que ça ait d'incidence directe sur la trajectoire de l'avion, mais il s'est d'une certaine façon entraîné. Et déjà à ce moment-là, le pilote, le commandant de bord qui était à la manœuvre normalement et qui était officiellement le pilote en fonction, s'était absenté du cockpit une première fois. Ouais. Donc ça laisse aussi présager d'une volonté de la part de Andreas Lubitz d'éloigner le commandant de bord. Il y a eu effectivement un questionnement sur l'usage de diurétique. Ouais. Voilà, et on voit que 10 ans après, évidemment, et on l'imagine bien, les familles des victimes sont dans un désarroi terrible. L'émotion est vraiment très forte dans ceux qui ont accepté de vous répondre. Et on rappelle qu'il y a quand même eu 149 victimes. C'est aujourd'hui pour eux. Ils en sont où de leur quête et de leur plainte? Alors à ce stade, les plaintes ont été, il y a pas eu de plaintes qui ont engendré, qui ont mené à des poursuites et qui ont abouti, que ce soit en France ou en Allemagne. Le travail entrepris désormais par les familles de victimes, c'est plus un travail de lobbying auprès des autorités et des gouvernements pour faire en sorte que ce type de catastrophe ne se reproduise pas. Il y a notamment en Espagne un travail mené par l'association des familles de victimes qui ont œuvré auprès du gouvernement central à Madrid pour que les arrêts maladie, soient directement envoyé à l'employeur, que ce soit pour les pilotes ou pour tout type de profession. Mais en l'occurrence, Andreas Lubitz était soumis normalement à un arrêt maladie au moment où il a pris les commandes de l'avion. Ouais, donc il y a cette possibilité de rendre automatique la transmission. Lui, il ne l'avait pas fait. La plupart de ces arrêts maladie ont été retrouvés dans une poubelle dans son appartement de Düsseldorf. À chaque fois, effectivement, il s'évertuait à les déchirer et à ne pas les transmettre, à ne pas les remettre à son employeur. Et désormais, on découvre à la fin de votre documentaire qu'il y a une règle qui a été mise en place par le BEA. Quand un pilote va aux toilettes sur les longs courriers ou les moyens courriers, il doit être remplacé par une hôtesse depuis cet accident. Depuis cet accident, c'est une règle qui a été préconisée par le BEA. La plupart des compagnies aériennes n'ont même pas attendu que le BEA le préconise pour la mettre en place. Au lendemain du drame, ça a été acté notamment par les grandes compagnies, la Lufthansa, Air France. Ça pose aussi des soucis d'ordre opérationnel. Bien parce sûr. Que voilà, la réalité, c'est que si effectivement un pilote ou un copilote s'absente, derrière c'est une hôtesse ou un steward qui entre dans le cockpit. Ça n'empêche pas a priori un pilote particulièrement déterminé à mener à terme un processus criminel comme on a pu le connaître avec Andreas Lubitz. Mais c'est une manière peut-être de l'endiguer ou en tout cas de le prévenir. Mais il n'y a pas de solution. Le risque zéro en matière d'aviation n'existera jamais. Et d'ailleurs, la plupart des interlocuteurs l'admettent et le reconnaissent aujourd'hui. Un drame comme celui de la Germanwings, malheureusement, pourrait se reproduire. Les pilotes sont fragiles, sont vulnérables comme tout un chacun. Et la maladie mentale, malheureusement, quand on choisit de la dissimuler, elle est difficilement maîtrisable et on peut difficilement anticiper les accès de folie d'un homme déterminé à vouloir finir. Ouais. Remarquable document ce soir sur RMC Découverte à 21h10. Crash de la Germanwings, 10 ans déjà, le scénario du drame. Produit par l'agence CAPA, Valérie. Produit par l'agence CAPA, c'est vraiment remarquable dans la façon dont vous avez traité ce document de façon très factuelle et avec des révélations. Oui, c'est un peu là. Franchement, merci. Oui, non, on s'inscrit dans le cadre d'une série, c'est la série hors de contrôle. Ouais. Voilà, avec cette volonté de raconter une catastrophe et de lui apporter en même temps un récit haletant et en même temps des explications, une pédagogie concrète sur des notions parfois un peu complexes d'ordre technique et scientifique. Mais là, c'est vrai que on s'attache beaucoup à la personnalité de cet homme et de ce personnage qui est en même temps fascinant et en même temps assez glaçant de par ce qu'il a entrepris
Et vous l'avez dit, c'est 149 personnes emportées avec lui Merci d'avoir été avec nous ce soir. Donc RMC Découverte, 21h10. Ce document sur le crash de la Germanwings. Tout de suite, les débats sur Sud Radio. Merci à vous. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.